nous chanterons le temps des cerises, les guerres signalent, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio Libertaire, la fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité à Racaille. On en est où? La 209e, la 210e, la semaine prochaine, vous vous rendez compte? Nous sommes le 11 juin 2013, le front de l'air est toujours frais, malgré que nous soyons évidemment presque à la mi-juin, avec à Racaille, avec comme animateur et technicien et tout ce qu'on veut, Pic et Coup à la régie. Bonjour tout le monde. Jean à côté de moi, qui revient d'une fréquentation assidue d'une ours et d'un isard. Il revient un peu cassé, parce que partout et à 2000 mètres d'altitude. Ouais, puis je sens un petit peu fort, il faut le dire aussi. Salut à tous. Enfin, il est sauf. Hein. Bon. Enfin, physiquement, il a l'air, mais bon, c'est pas vraiment ce qui s'est passé là-haut. Et que je vous cause, moi, du temps de l'artiste dans la société, l'artiste en dehors de ces sujets. Là, on va faire vite, parce qu'il y en a marre. L'artiste et l'engagement politique, l'artiste et la religion, l'artiste et la science, l'artiste et l'autorité, enfin, l'artiste dans tous ses états. Et c'est pas joli comme constat. Voilà, avec une petite citation du camarade Piotr Kropotkin, 1842-1921, tiré de la morale anarchiste qui est écrit en 1889, et tout ça. Il faut faire ça au moins quand on fait une citation. Quand on dit une citation de Kropotkin, en nous déclarant anarchistes, nous proclamons d'avance que nous renonçons à traiter les autres comme nous ne voudrions pas être traités par eux. Vous voyez, on ne voudrait pas que les autres nous fassent ce qu'on leur fait. Non, je déconne. Que nous ne tolérons plus l'inégalité qui permettrait à quelques-uns d'entre nous d'exercer leur force ou leur ruse ou leur habileté d'une façon qui nous déplairait à nous-mêmes. Mais l'égalité en tout, synonyme d'équité, c'est l'anarchie même. Ouais. Voilà. La morale anarchiste, ça c'est deux mots que j'aime pas trop voir accoler l'un à l'autre, mais enfin bon. Moi non plus. Mais bon, à cette époque, il faut s'y reporter. Hein. Ils n'avaient pas les mêmes conceptions qu'aujourd'hui. Oui, c'est important de le préciser, c'est vrai. C'est important. Moi, je préfère les citations de Boris Vian, mais elles sont hélas épuisables. Bon, et puis il n'y a pas que Kropotkin, il y a aussi Balladur qui disait non. La liberté des uns commence où s'arrête celle des autres.
Excuse-moi. C'est la montagne, c'est rien, ça va passer. Non, mais il a donc été très touché par la fréquentation, je le répète, d'une ours et des isards aussi. Une bombe dans une synagogue, des croix gammées sur les blousons, la mer de noir relève le front. Les étoiles qui apparaissent n'ont pas la brillance de l'espoir. Elles sont jaunes et puent la haine, cousues au revers des habits. Les gens viennent réciter sur les écrans et sur les ondes les belles phrases fraternelles. Ils nous inondent de sanglots, ceux-là même qui dans leur bureau s'empresse de signer les papiers pour expulser les émigrés. Mon pays pue l'hypocrisie. J'ai autant honte de ces nazis que des libéraux avancés. Comme je sais vraiment plus quoi faire, sinon éructer ma colère. Comme je veux être solidaire, je fais peindre mon corps en noir. Et me coudra même la peau au point de sang l'étoile jaune, et sur les bras me faire tatouer les mots oubliés de l'amour pour me rappeler dans les heures blêmes qu'on pourrait vivre si on voulait bien autre chose que la haine. Pour me rappeler dans les heures blêmes qu'on pourrait vivre si on voulait bien autre chose que la haine. C'était François Béranger qui interprétait Mauvais sang. Pour Clément, 19 ans, qui vient de mourir, tué par les fascistes le 5 juin près de la gare Saint-Lazare. Une phrase suffit pour exprimer toute l'horreur et la gravité de cette situation. Le fascisme et les fascistes, c'est pas que des mots, n'appartiennent pas au passé. La menace est toujours là. Ils nous l'ont une fois de plus prouvé. Face à eux, nous devons nous organiser, lutter, faire bloc. Leur montrer que nous ne serons pas toujours là pour leur barrer la route. Nous serons toujours là pour leur barrer la route. Que leurs idées ne valent pas les nôtres, qu'il n'y a aucun débat à avoir avec eux.
Parce que débattre avec la merde, ça salit quand même un peu et ça sent pas bon. Il nous faut également dénoncer vivement les récupérations malsaines et politiciennes déjà mises en place par les organisations social-démocrates qui sont habituellement absentes de la réalité de la lutte antifasciste. Oui, on les entend que dans des occasions comme ça, pour récupérer d'une manière assez honteuse toute cette horreur. Nous pensons particulièrement à l'UNEF et aux partis de gauche qui n'ont pas attendu pour organiser chacun un rassemblement en hommage à notre camarade. À défaut d'agir, ces gens s'approprient les morts, ceux-ci sont moins remuants. On entend déjà les appels à la justice, à l'État et au gouvernement pour qu'ils interdisent les organisations fascistes, mais depuis combien de temps les organisations et les groupes révolutionnaires tirent-ils la sonnette d'alarme ? Clément était militant à l'Action antifasciste Paris-Banlieue et à Solidaire étudiant S. Sciences Po. Il était antifasciste et révolutionnaire. Bon, ça c'est... On se doute bien que c'était pas un délétère. La Fédération anarchiste, donc, adresse modestement ses condoléances à la famille et aux proches de Clément et affirme qu'elle s'alliera à toutes les forces révolutionnaires, progressistes et honnêtes. Il faut bien appuyer là-dessus parce que dans les progressistes et les révolutionnaires, il y a des gros malhonnêtes aussi, pour rendre hommage à Clément et continuer à défendre son engagement qui n'est pas mort avec lui. Lui qui succède à tant d'autres jeunes gens ou moins jeunes gens tombés sous les coups des fascistes. Voilà. Comment on peut penser que ces gens-là qui se baladent avec des coups de poing américains le font simplement pour se gratter les couilles ? Voilà. C'était un communiqué de la Fédération anarchiste avec des commentaires personnels en plus que la Fédération voudra bien pardonner. Ouais. En quelque sorte. Mais au moins, tes propres commentaires t'ont rendu le sourire. C'était un peu tendu au début. Ouais, que tu dis. Je vais reprendre ma chronique, le livre de la semaine, qui parlera toujours d'un livre qui est actuellement en vedette, si je puis dire ça comme ça, à la librairie Publico. Et cette semaine, c'est La Pacification par Hafid Keraman. Torture, exécution sommaire, incendie de village, j'en passe et des meilleurs. Paru en février 1960, La Pacification dresse le terrible répertoire des moyens de répression exercés par le gouvernement français contre les combattants algériens et les opposants à la guerre d'Algérie. Il recense des témoignages de victimes, d'appelés aussi, mais également des lettres adressées aux autorités politiques et judiciaires, des interventions d'avocats et des articles de presse. Il aura fallu en fait près d'un an de travail mené par des militants anticolonialistes avec la Fédération de France du FLN pour sélectionner et authentifier avec rigueur les documents. Sorti en Suisse, ce livre est alors interdit en France. Silence, on torture. Voici donc à nouveau sur la table cette importante pièce historique mise en contexte par son éditeur originel, Niels Anderson. Il relate l'aventure de ce livre depuis son élaboration jusqu'à sa diffusion clandestine en France. Plus largement, il rappelle le combat des éditeurs engagés contre la guerre d'Algérie, autour notamment de Jérôme Lindon ou de François Maspero, très connu par chez nous, soulignant par là l'inestimable pouvoir de résistance de l'écrit. Voilà, l'éditeur, c'est Les Petits Matins. Le livre, il est sorti depuis le 10 mai 2013. Et samedi 15 juin à 16h30 à la librairie Publico, il y aura une rencontre-débat avec l'éditeur originel du livre, donc Niels Anderson, dont j'ai parlé tout à l'heure, et également l'émission Sortir du colonialisme de Radio Libertaire. Et cette rencontre-débat, elle aura lieu évidemment autour du livre La Pacification donc de Hafid Keraman, paru aux éditions Les Petits Matins. Je précise que l'entrée est libre. Voilà. Ouais, merci mon Jean. Oui, bien sûr, la France reléguée. Il y a un film de Stanley Kubrick qui s'appelle Sur la guerre de 14 qui est sorti 50 ans après. Sentiers de la gloire. Oui, les Sentiers de la gloire qui sont sortis pas 50 ans après la guerre de 14. Si, plus de 50 ans même. Qui était interdit aussi en France, on n'est pas. Et je rappellerai, comme on vient de parler, des soi-disant antifascistes social-démocrates que pendant la guerre d'Algérie exerçait au ministère de l'Intérieur un certain Mitterrand, qui a fait condamner à mort plusieurs centaines de militants algériens du FLN. Voilà. Un parent de celui qui fut président.
Et c'était dans la... Voilà. Après, avant, on avait eu Jules Mock qui s'était occupé de nous. Oui, tu lui as déjà taillé un short il n'y a pas si longtemps que ça, non? Si mes souvenirs sont bons. Ils sont très bons, mon Jean. Bon. Il y a Belle Burette que l'huile d'olive n'est plus ce qu'elle était. Et à propos de Burette, justement, le Canard enchaîné cette semaine raconte la victoire du lobby de la restauration, Lautrec, sur la burette d'huile qu'on voulait servir sur les tables des restaurants, scellée et étiquetée clairement sur son origine, histoire de combattre cette pratique courante qui consiste à couper l'huile d'olive avec l'huile de tournesol. Lautrec, qui est l'association européenne qui regroupe des hôtels, des restaurants, des bistrots, et qui se vante de peser 9,5 millions d'emplois, a réussi à faire sauter ce projet et gagner le bras de fer engagé contre la Commission européenne. La France avait pourtant soutenu cette mesure aux grandes dames des industriels de la restauration, qui avaient pris l'habitude de se faire dorloter. Il faut se remémorer la diminution de la TVA de 19,5% à 5,5% et les presque 3 milliards d'euros de recettes fiscales passées à la trappe. Diminution en échange de quoi déjà? De baisse de prix, d'embauche? Je ne sais pas, ça vous rappelle quelque chose? La Commission s'était mise en tête d'augmenter les contrôles sur la qualité de l'huile d'olive et de renforcer les sanctions en cas de fraude. Le dernier rapport de la DGCCR, qui remonte à 2006, révélait que 44% de l'huile d'olive vierge vendue en France dans les huileries et grandes surfaces était hors clou. En plus des mélanges à l'huile de tournesol, les fraudes avaient aussi détecté des ajouts de graisse industrielle et d'huile de grignon concoctée avec du tourteau d'olive. Le tourteau d'olive, c'est ce qui reste après le pressurage des olives. Et si les arnaques augmentent, c'est aussi pour satisfaire l'appétit des Chinois, qui raffolent désormais de l'huile d'olive au point d'être les plus gros importateurs de la planète. 45 000 tonnes par an. Lautrec, que rien n'arrête, n'a pas la victoire modeste et se permet même d'ajouter: à l'avenir, nous comptons bien être invités à discuter en amont de tout plan affectant la façon dont les restaurateurs conduisent leur business. Voilà. Et on est bien loin là des lignes de Giono. On avait lu la semaine dernière une nouvelle de Giono sur un peintre ambulant. Donc dans ce même petit recueil, en fait, il y a une nouvelle qui s'appelle Arcadie, Arcadie. Et là, il y a un texte magnifique qui parle de la fabrication justement de l'huile d'olive. Donc pendant plusieurs pages, Giono nous raconte les moulins anciens, l'attente du nombre de litres récupérés pour 100 kilos d'huile d'olive, pour 100 kilos d'olive, comment l'huile était goûtée comparée aux années précédentes, qu'elle accompagnait une salade le soir même, puis une salade de pois chiches le lendemain. C'est le légume qui était le plus approprié pour tester la finesse de l'huile. Voilà, et Giono déplorait déjà le modernisme avec les presses hydrauliques ou électriques qui broient le noyau et le mélange des récoltes, qui uniformisent le goût de l'huile pour plaire au plus grand nombre. Oui, c'est vrai. J'ai eu la chance ou la malchance de vivre un peu en Provence. Et justement, j'avais des oliviers, j'en avais pas mal. Et j'allais emmener les olives au moulin, un vieux moulin qui était à Saint-Jean-d'Apte. Et donc j'ai pu observer évidemment comment ça se fabriquait dans un moulin qui avait une presse hydraulique, certes, mais qui est quand même un moulin à l'ancienne. Allez voir le meunier, il avait l'air complètement, comme on dit dans les villages du Sud, et un peu comment, bref, un peu comme les ravis, quoi. Avec son béret qui est enfoncé jusqu'aux yeux. Et c'est vrai qu'il y avait des gens qui amenaient des olives. Ça allait de 10 kilos. C'était un pépé qui avait ramassé un peu d'olives et puis plusieurs centaines de kilos. Et ceux qui avaient plusieurs centaines de kilos, pressaient leur olive. Ils avaient leur huile de leurs oliviers. Mais ceux qui amenaient 10-20 kilos, c'était mélangé en vrac, etc. Et aussi, dès cette époque-là, dans les moulins, dans un moulin à huile au moins, qui était à Opède, a été condamné parce que les fraudes avaient repéré qu'ils mélangeaient, non, ils mettaient pas de produits autres que de l'huile d'olive dans son huile, soi-disant régionale, mais ils mettaient de l'huile importée d'Algérie, importée d'un peu partout. C'était des joyeux mélanges, et c'était vendu avec le label l'huile de je sais pas moi, du Pays d'Apte ou du Luberon, etc. Voilà, c'est pas nouveau, je veux dire, ça oui, il faut pas se faire d'illusions. Et au prix où l'huile d'olive
maintenant dans les moulins en Provence, c'est le litre doit coûter entre 10 et 20 euros. Oui, dans un moulin, si on va au moulin de comment déjà, bref, Mérindol, voilà, au moulin de Mérindol, la dernière fois que j'en ai acheté, c'était à peu près ce prix-là. Ah quoi. oui. Alors, donc, Ouais, je connais des mares de Bourgogne qui doivent beaucoup à la pomme normande, si tu veux. ah oui, probablement. Ouais. Non, c'est vrai que autrement, c'est vraiment une huile magnifique. Et, quand on a une première pression à froid dans un moulin, qu'on achète son huile, là vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais hélas, maintenant ça devient un petit peu plus difficile. Quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres le signal, les merles, mon cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle, mon cœur. Radio Libertaire, la fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité à racaille. On en est où? La 209e, la 210e, la semaine prochaine, vous vous rendez compte? Nous sommes le 11 juin 2013, le fond de l'air est toujours frais, malgré que nous soyons évidemment presque à la mi-juin. Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité à racaille. La 209e, avec Piquet-Coup à la régie, et à la programmation musicale et d'autres choses. Notre Jean, de retour de ces montagnes pyrénéennes, il est toujours sur ces deux gens, mais pendant un moment on a eu peur, hein, parce qu'il nous a dit qu'il y avait une ours slovène qui rôdait dans le coin, qui avait tué des brebis, 10 brebis je crois, ou un truc comme ça, enfin bref, un truc invraisemblable. En plus, il y a une brebis qui était dépecée par un vautour en 4 jours, en 4 heures. En commençant par la tête. Un vautour en 4 heures ou 4 heures par 30 vautours. Ouais. Enfin bref, c'était assez craignos là-haut. On pensait pas le revoir, mais miracle, ce matin, il était au bistrot. Bon. Tout frais, tout frais, le teint Harley. Et puis, il nous a raconté des cracks parce qu'il dit que pendant une semaine, il a passé son temps dans sa maison à consommer tout son bois. Mais on sait pas en restant à la maison qu'on a ce teint Harley. Il y a quelque chose quand même, mon cher Robert, qui s'appelle les UV, qui percent les nuages. D'accord. Hein? Non, t'étais pas au courant. Non, pas vraiment. Non, là-haut quand même, on est. Ouais, là-haut, je vais pas dire qu'on est près du ciel, je vais te choquer, mais. Voilà, mais il est là, il est de retour, donc vous allez y avoir droit.
Voilà, notre émission dont le thème aujourd'hui est le corps et l'horizon, je crois qu'on l'a pas dit. Enfin. Non, on l'a pas dit, j'en sais. Et alors, je voudrais faire 2 petites dédicaces, si tu le permets, mon camarade, à 2 auditrices fidèles, 2 artistes talentueuses et passionnées. Je suis étonné que ça soit des auditrices, mais enfin bon. Je peux dire 2 auditeurs, si tu veux, mais il se trouve que ce sont des auditrices. Des tristes, oui. Bon. La première, c'est notre Karine, tu sais, qui vit un deuil. Alors là, c'est étonnant. Assez éprouvant pour elle, on va l'embrasser tendrement. Et la seconde, c'est Christine Lucchini, une invitée que nous avons eue il y a quelques semaines et qui nous écoute alitée, Robert. Bah, je Ou pense peut-être bien, oui. devrais-je dire Cosette Lucchini, parce qu'en fait, elle est allongée, tu sais, sur un maigre galetas Ouais, dans sa pauvre chambrette, Sous les toits. victime d'un virus infâme qu'on appelle le massemon, tu vois, qui est un virus qui s'en prend en fait aux organismes artistiques féminins, tu sais, qui sont, on va dire, En état de déliquescence usés par les avancée. privations, dans le seul but d'entraîner un dérèglement esthétique, figure-toi, et l'adhésion sans réserve à la mauvaise peinture, tu vois. Alors, Christine, si jamais il te prend l'envie de peindre un coucher de soleil sur la mer ou un truc comme ça, c'est le massemon en fait qui te travaille, donc tu mets tout, tes toiles et tes pinceaux, tes tubes, tu les balances par la fenêtre, surtout reste couché, voilà, on t'embrasse aussi. Et puis Luciane Freud par Daniel Klebaner. Encore une fille? Oh non, ça suffit. L'écrivain et essayiste Daniel Klebaner étudie les peintres pour ce qu'ils nous révèlent d'inouï sur la condition humaine. Pour lui, il faut partir de cette vérité que ce n'est pas le corps humain qui intercepte la lumière, mais la lumière qui l'intercepte le capte à son encontre. Une clarté venue des bords de la Terre en détermine la pondération. Le corps se donne par ce jour venu de l'horizon pour sauvegarder sa propre cohésion. Face au nu de Luciane Freud, le regard éprouve la condition du corps humain exposé. Petit extrait par Piquet-Coup. De la pièce où tel corps est assis, ou étendu sur un lit, le contemplateur s'élève en pensée vers les nuages. On imagine la fuite aveuglante et obtuse sur la ligne d'horizon, leur présence au-delà de l'espace clos du tableau. Il appréhende la dépendance du corps humain à la lumière qui l'appelle et l'intercepte, et ressent son abandon se creusant dans la fuite des nuages blancs qui ont l'autosuffisance de la lumière dont sont dénués les corps en pleine lumière. La cruauté des nuages, de leur blanc bourgeonnant, est bien la réplique indifférente au corps humain, portraituré accru. Car le problème que doit résoudre Luciane Freud n'est pas comment représenter la chair, par le moyen de quelle couleur, mais bien d'utiliser un code, selon ses termes. La chair est déduite d'un horizon en recul. La végétation d'un jardin, comme celui de Luciane Freud à Nottingham, représenté dans certains de ses tableaux, semble mieux s'accommoder de la fuite des nuages que le corps de l'homme. On dit des nuages qu'ils sont avant-coureurs, mais c'est dans le recul. Pour regarder les nus de Luciane Freud, il faut parcourir le monde, aller en tous sens à ses confins, penser que la terre est plate, en accentuer le bord, afin d'avoir à l'esprit cette commissure où la terre et le ciel se rejoignent, la ligne d'horizon d'où se déduit le corps de l'homme. Mais il faut aussi penser la terre comme une sphère, pour appréhender la pesanteur du corps. De même que la pesanteur est ce qui retombe vers le centre de la terre, la chair est ce qui s'éloigne, horizontalement, d'un horizon en recul. Luciane Freud ne peint pas une personne pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle est devenue. C'est l'idée de la profonde extériorité qui nous montre non pas la fragilité humaine, ouverte à un grand extérieur, mais la condition humaine, corrélée à un horizon qui s'en recule. Pour Luciane Freud, la profonde intériorité du portrait est sa profonde extériorité. Non pas qu'il soit exposé dans sa nudité à l'ouverture de l'espace, mais en ce que sa nudité est déduite de l'horizon en recul. De là est issue la condition de la chair, dont le marqueur est le blanc de Krems. Il fallait bien, je le souhaitais, poser un signe distinctif, un emblème différenciant, alors que là même, il s'agissait de la chair, de l'être vivant, déclare en substance Luciane Freud. Mais le corps humain, par sa peinture, est issu de l'horizon. Pour les chairs, écrit Robert Hughes, il emploie surtout le blanc de Krems, un pigment extrêmement lourd, qui contient 2 fois plus d'oxyde de plomb que la céruse, et beaucoup moins de liants oléagineux que les autres blancs. Il forme des grumeaux,
et Lucian Freud considère les grumeaux comme des atomes. Les nus de Freud ont engendré une onctuosité générale de sa peinture. Mais les granulations du blanc de Krems lui ont permis de donner au grain de la peau un peu plus de cet aspect particulier qu'on trouve dans les œuvres de Bacon, où de grands coups de pinceau laissent sur la toile des traînées qui ressemblent à des dépôts de fibres tissulaires. Voilà, merci Piquet-Cou. Je ne sais pas comment ça vieillira, tout ça, en fait, les toiles, les nus de Lucian Freud, mais c'est vrai que le travail sur la chair, il est impressionnant, hein. Non ? Oui, non, Avec ce blanc de crème. Ouais. Mais bon, il y a une période de Freud que je supporte à peu près, mais je dois dire que la fin, il abusait peut-être un peu trop du blanc de crème, parce que ça devenait des empâtements invraisemblables. Je sais pas, c'est une impression comme ça. C'est un petit bouquin, Lucian Freud. Hein. Il est publié chez ID Caland. Vous pouvez commander les livres donc auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, métro Robert. Robert, fille du Calvaire ou République. Numéro de téléphone de la librairie Publico, 01 48 05 34 08 et site internet librairie-publico.com. Ça, c'est après les W de rigueur. Ouais, sauf que ce texte-là, ça me met un peu mal à l'aise, parce que je trouve que je sais pas, parce que je suis dans un autre que Freud, tu sais, aujourd'hui je parlerai de Jean Rustin. De Jean Rustin, ouais. Et j'ai réécouté un petit morceau d'interview de lui, et il se place comment aux antipodes de ce genre de texte, quoi, dans ce qu'il peut dire. Il dit très peu de choses, en fait, Rustin. Pour le faire parler, c'est difficile. Mais voilà, et je me sens plus en symbiose avec l'expression de Rustin sur la peinture que cette espèce de truc un peu... Voilà. Daniel Klebaner, c'est quelqu'un qui écrit sur la peinture. Ouais. Et qui écrit, je trouve... j'ai pris le meilleur extrait. Hein. Bon, merci, Jean. J'ai été obligé de travailler un peu. Ouais, parce que là, c'est... Parce qu'il a tendance à pérorer, ce monsieur. Ouais, évidemment, c'est pas le cas d'un peintre. Hein, Oh, si, il y en a, mais bon. Oui, il y en a aussi, oui. Ça, c'est vrai qu'il y en a qui pérorent aussi pas mal. Mais pas Jean Rustin. Il y en a qui pérorent bien aussi, comme du Buffet que tu m'avais fait découvrir, là, ces bouquins, là, sur la peinture, en quelque sorte. Ils parlent de la peinture. Dont les écrits sont supérieurs, en fait, à la peinture. Oui, peut-être, oui. Bien qu'il ait un vocabulaire un peu ancien, enfin, c'est une tournure d'écriture qui est pas très actuelle, quand même. Mais de la manière dont il parle aussi, c'est un peu la même chose, mais quand même, il dit des choses qui sont compréhensibles par le commun des mortels, quoi. Voilà, bien. Quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres signalent, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur.
C'était Jean Ferrat, Le jour où je deviendrai gros. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. C'est curieux, les micros ce matin. Il y a une résonance et l'impression d'avoir une voix. Voilà, on dirait une voix d'avocat d'assises qui est en train de faire condamner son client à mort. Voilà. Oui, bon, ça, t'aurais plusieurs casquettes que ça nous étonnerait pas. Ah, Entre oui. Roberta Ratata Ça va, hein. Tu me cherches, tu me cherches. Non, mais il et a l'avocat de la défense. Il descend de la montagne à cheval. You. Non, il faut un qui les remonte. Hein. Bon. Voilà, on en était où, là, alors? À Histoire... toi. Ah, non, c'est à moi, déjà? Oh, histoire de vie, histoire d'artiste, Robert raconte. Jean Rustin et le nu. Voilà. Alors, le texte que vous venez d'entendre, dit par Piquet-Cou et concocté par notre Jean, des fois, il nous cherche. Hein. Bon, enfin, bref. Jean Rustin, qui parle de sa peinture, qui parle très peu, d'ailleurs, parce qu'il faut lui sortir les mots avec un tire-bouchon. Il est vraiment étonnant pour ça. Il fait un nu que personnellement, enfin, il travaille le nu. Je vais peut-être vous choquer un peu, mais et c'est récent chez moi. Ça date pas de 20 ans, parce que je l'ai découvert l'année dernière en plus. Alors bon, mais alors que Lucian Freud, je le connais depuis le début des années 70. Son travail, j'avais vu en Angleterre une expo de lui. Au musée voilà, à l'Académie royale de peinture là, à Londres. Et d'ailleurs, j'ai toujours le petit catalogue de cette expo. J'ai beaucoup aimé Lucian Freud jusqu'à ses dernières œuvres qui commençaient déjà un petit peu à être un peu trop empâtées pour moi. Mais curieusement, ça m'a fait penser à Rustin. Le travail de Freud, où Rustin m'a fait penser à Freud, enfin je ne sais plus très bien. Mais en tout cas, je dois dire que le résultat de cette petite bagarre entre ces deux artistes part de véreux. Hein. C'est une bagarre qui se passe dans ma tête et dans mon cœur et dans mes boyaux. Je veux dire que j'ai un faible pour Jean Rustin. Je le trouve, pour ma part, je ne vois pas si on doit dire il est meilleur ou il est moins bon, mais je le mettrais dans le panthéon des gens que j'aime, devant Lucian Freud. Et pourquoi ? Parce que lui, je ne sais pas si Lucian Freud avait cette vision de son travail. En tout cas, Jean Rustin explique que pour lui, si vous ne connaissez pas son travail, vous allez sur le net, vous tapez Jean Rustin et vous verrez ce que c'est. Il fait pratiquement que des nus, mais des nus de personnages vraiment... presque sans corps, presque sans tête. Je veux dire par là il y a presque un stéréotype de personnages au bout de tout, quoi. Les chairs qui se cassent la gueule, des sexes qui sont vraiment, quand on les voit, on voit que ça. Les sexes de femmes qui sont montrés dans ce que le sexe peut, chez une femme, peut avoir de moins agréable à regarder. Chez un homme, c'est pareil. Ce sont des êtres complètement misérables, aux chairs misérables, au regard absent, enfin, probablement des modèles de gens dans des, on appelle ça des maisons psychiatriques ou des asiles, enfin, je sais pas comment on appelle. Enfin bref, des gens, comme on dit, qui sont perdus pour la vie, quoi, la vie telle qu'on la ressent quand on est à peu près bien portant. Et pourtant, c'est pas. Alors, Jean Rustin explique que le sujet, c'est pas le sujet qui est important, c'est la peinture. C'est que le sujet, il est là parce que lui, il vient de l'art abstrait, il s'est reconverti à l'art figuratif dans les années 70, à la suite d'une exposition de son œuvre au musée d'art moderne, 150 œuvres d'art abstrait. Mi-abstrait, pour moi, abstrait dans la mesure où il n'y a pas de haut, pas de bas, pas de droite, pas de gauche dans ses œuvres. Et brutalement, lors de cette rétrospective, il a fait le constat violent que tout ça, c'était de l'art déco, qu'en fait, qu'il était comme tous les bons peintres, quoi, ni plus ni moins. Qu'est-ce qu'il foutait ? Il n'avait pas continué sa vie comme ça. Et en pleine ascension, en plein succès, il a tout laissé tomber et il a recommencé à zéro en faisant justement cette peinture, on pourrait dire peut-être misérabiliste d'une certaine manière, parce qu'il n'y a pas vraiment de couleurs, c'est des gris, c'est des roses complètement rompus, effacés, enfin des petits vieux roses, des machins,
pour la chair. Enfin bon, et puis il y a pas de décor, il y a éventuellement une porte ou voilà dans des pièces nues. Et ces personnages, ces chairs complètement étranges, voilà, ces pâtes. Et lui, pour lui, c'est. Et moi, jusqu'à présent, j'avais pas encore très bien compris ce que c'était que la peinture. Et la peinture, en fait, c'est quelque chose de presque inexplicable qu'on ressent en soi-même quand on est praticien. On se dit, oui, là, c'est la peinture, j'ai fait une peinture. Et c'est pas le sujet qui nous, on se dit pas, est-ce que j'ai bien bâti mon sujet, c'est bien composé, etc. Non, c'est pas du tout ça. C'est la peinture, c'est une personnalité. Voilà, on n'est pas, comment dirais-je, envahi par l'image, par elle-même, mais par la peinture, parce que tout ça compose. C'est pas l'image qui s'impose, aussi horrible que soient les images d'ailleurs de Rustin, parce que c'est insupportable. Il a fait une exposition à Créteil, qui était un scandale incroyable, censurée, interdite, etc. aux mineurs et tout. Enfin, et les critiques l'ont complètement descendu, démoli. Enfin voilà. Non, c'est pas ça qui est important. Parce que les gens, ils avaient regardé les sujets. Ils avaient regardé des sexes féminins, des sexes masculins, dans toutes les positions. Voilà. Et c'est assez, évidemment, on peut pas dire que c'est joli. On n'entend pas les petits oiseaux qui pépient quand on regarde ça. Mais c'est pas ça qui est important. C'est la peinture. C'est-à-dire c'est une espèce d'alchimie un peu inexplicable. Il faut écouter Rustin moi, j'ai cru comprendre en écoutant Rustin. Je l'ai pas écouté qu'une fois, d'ailleurs. Voilà. Et c'est la différence avec quelqu'un comme Freud ou même Rembrandt que j'adore, enfin que je trouve extraordinaire. D'ailleurs, curieusement, on pourra me dire que je suis un petit peu bizarre aussi, mais je pensais à Rembrandt en regardant Rustin, justement, un certain nu de Rembrandt. Par contre, par exemple, cette femme qui est les pieds dans l'eau, avec la robe relevée, etc. Il y a quelque chose dans sa chair, dans son attitude, qui ressemble, qui me fait penser à Rustin, ou Rustin me fait penser à Rembrandt. Voilà. Tout ça pour dire que le nu, c'est vraiment un comment dirais-je, chez un peintre ou chez un sculpteur probablement, ou même un écrivain qui peut décrire des corps humains, c'est pourquoi. Moi, je suis pas assez peut-être, je suis pas capable de dire pourquoi le nu, pourquoi le corps féminin ou masculin, mais plus le corps féminin est si important en peinture, mais c'est vrai que sans cette sensibilité des peintres, plus des peintres que des peintres masculins que des peintres féminins, il y a une espèce évidemment d'attirance pour le corps des femmes, et la manière de transcrire tout ça, de le poser sur un bout de toile ou sur un bout de bois. Mais il y a aussi un côté inexplicable, et en tout cas avec Rustin, là on est vraiment devant une énigme, c'est-à-dire que, enfin, si on ne l'écoute pas en tout cas, une énigme, pourquoi on est aussi, en tout cas moi je suis aussi impressionné, pas par les corps qu'il peint, mais les corps qu'il peint en font partie, mais par le résultat final, la peinture, est-ce que ça bouleverse dans mon espèce d'idée plus reçue que ressentie sur la peinture, voilà, et sur les corps féminins surtout. Il y a des corps masculins aussi évidemment, mais il y a très peu à part le sexe, on ne peut pas les différencier, quoi. À part le sexe et les seins chez une femme, et c'est presque des clones, quoi. C'est presque identique, c'est morne, c'est répétitif, voilà, si on peut être sensible, on peut dire c'est horrible aussi, mais c'est pas ça qui compte, c'est encore une fois, c'est me dire le mec qui radote, c'est la peinture, peinture, tu vois ce que je. Ah oui, c'est le magnifique travail de peinture. Ouais, c'est ça, voilà, et quand il y a ce magnifique travail de peinture, c'est pas forcément justement une peinture éblouissante qui répond à tous les canons du classicisme, etc. Parce que Freud est assez classique en somme, sauf qu'il il regarde la crudité, la réalité des corps aussi un petit peu
voilà, en train de partir en vrille, quoi, tu vois. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais le charme, il opère autant mieux, enfin, ou le charme, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais qu'on regarde plusieurs toiles, parce que c'est la répétition, en fait, qui permet d'oublier le sujet pour se concentrer Absolument. sur le travail lui-même. Absolument, ouais. Voilà, c'est ce que je... Mais j'avais, un moment, j'étais tombé presque sur c'est toujours comme ça, hein, presque sur vraiment les mots qui pouvaient expliquer ce que je ressens, et c'est parti évidemment en fumée comme souvent, mais voilà, c'est quand même... Mais ta petite fumée à toi, elle est inimitable. Mais moi, je pense que tu l'as bien exprimé quand même. Oui, bon, ça va. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est qu'on t'avais fait une émission sur le 17 avril 2012 sur Jean Rustin, et donc si les auditeurs veulent en savoir un peu plus et même écouter Rustin, on avait passé des morceaux enregistrés justement à l'émission, donc ils vont sur le blog de l'émission, et comme ça ils pourront entendre Jean Rustin parler de son travail. Sauf qu'on a la chance, puisqu'il a été filmé, de pouvoir avoir des extraits de ce documentaire. Il faut voir sa tronche aussi, il faut l'écouter parler. Il est 4h du mat, madame, il faut aller se coucher. Rester seul au clair de la femme, c'est jamais très fair-play. Même si vous avez le temps, madame, depuis qu'il est passé, c'est surtout pas des yeux, madame, qu'il faut se déshabiller. Et si bien sûr, pour tuer le temps, vos rides vous saluent, les mêmes qui ne comptaient pas du temps d'avant, qu'elles ne se comptent plus, c'est que dans ce miroir en panne, quand la fête est finie, il fait souvent trop tard, madame, il fait toujours trop nuit. Il est 4h du mat, madame, il faut aller au lit. Seul à seul au clair de la femme, c'est pas joli joli. Pour jouer la fille de l'air du temps qu'il lui fallut, entre les adorés absents et les objets perdus, vous vous cernez du bord des larmes et le regard pluvieux. Si l'amour rend aveugle, madame, alors fermez les yeux, parce que dans vos cheveux, madame, le temps met son grain de sel, mais qu'il donne sa langue au charme, et c'est vous la plus belle. Il est 4h du mat, madame, il faut pas rester là, c'est pas juste au clair de la femme, et c'est pas fait pour ça. Dans de beaux drames et les dessous déçus, mais quand on crève de vie, madame, on n'est pas à la rue. Bien sûr, le bon vieux temps se froisse et retourne sa veste. Bien sûr, ce putain de temps qui passe et ce miroir qui reste. Mais à 4h du mat, madame, l'ennui porte conseil. Tu n'es pas une vieille belle, madame, vous serez une belle vieille. Il est 4h du mat, madame, il est déjà demain. Il fait seul au clair de la femme, et ça ne sert à rien. Alors quoi? Souriez, madame, pourquoi ce gros chagrin? Je vous aime au clair de la femme, la vie nous va si bien. C'était Agnès Bill qui interprétait Madame, et je crois que j'ai pas rappelé le numéro du studio, le 01 43 71 89 40, si vous voulez nous joindre pendant les pauses musicales. Oui, sur Radio Libertaire, toujours la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans pub, un racoille, avec piqué-coup à la régie, d'autres choses. Notre Jean, qui est rentré, notre hussard noir, on sent mieux quand même.
qui va beaucoup aux études. Je me suis pas fait traiter de saucisson noir la semaine dernière, moi, ou saucisson de porc noir. Non, de Bigorre, c'est pas ça, de cochon noir de Bigorre. Cochon noir de Bigorre. De cochon noir de Bigorre. On sent l'enfant de la Cassagne. Là, de Bigorre, au Pyrénées. Histoire d'artiste dont Jean va vous raconter. Joseph et la femme de Putiphar. Ouais. Alors là, il y a Piquet-Cou qui a cherché dans la Bible Second, que je lui avais prêtée, qu'elle m'a toujours pas rendue. Je pense pas qu'elle va se convertir pour ça. Qui a cherché ce que c'était cette histoire que moi-même je ne connaissais pas. Et je lui ai raconté par Et elle me l'a conséquent. raconté. Donc Jean va vous la raconter aussi. Voilà. Non, pas vraiment, non. Ah bah dis donc mon Jean. Non. Bon. Non, mais alors vous aurez compris donc que si vous voulez lire la Bible, faut aller chez un vieil anard, vous êtes sûr. Mais les vieillards, nous sommes curieux de Ben nature. oui, complètement, mais je suis absolument d'accord avec cette idée, tu vois. Pour lutter contre quelque chose, il faut savoir contre quoi on lutte. Alors moi, plus que du nu ou de la chair, si tu veux, ce dont je vais vous parler, c'est du désir, en fait. Robert. Oh, ça, je suis pas Ça très va être du lourd, je te préviens. hein. Ça, je suis pas très étonné. Antonio. Nous l'avions vu dans une précédente émission, mais ne me demande surtout pas quand est-ce qu'elle a eu lieu. Hein. J'en ai plus aucun souvenir, je dirais grosso modo, en 2012. Je peux pas être plus précis que ça. Hein. Par son désir de ce que le Christ ne peut lui donner, c'est-à-dire ce qui chez lui échappe justement à son emprise, Marie-Madeleine n'est pas seulement une figure de la foi, mon cher Robert, elle est aussi et surtout une figure du désir éternel. Tu vois, ce qui, évidemment, bien sûr. nous intéresse bien davantage Bien sûr. dans cette émission et sur Radio Libertaire. Hein. Cette touche refusée, tu vois, ce désir éternisé par ce qui est à la fois visible et indisponible, je me fais bien comprendre, Oh oui, mon Jean. oui, est un formidable sujet de peinture, mais tu me diras ce que tu en penses tout à l'heure, bien au-delà des seuls thèmes religieux, hein, dont je déplore d'ailleurs que ce sujet en question ne soit pas mieux exploité actuellement. Hein. Un épisode de la vie de Joseph en Égypte a fait également florès tout au long de la Renaissance. Un jeune hébreu appelé Putiphar a été émasculé pour être vendu à Pharaon, mais Piquet-Cou en a peut-être une autre lecture, hein, qui en a fait l'intendant de sa maison en récompense de ses bons et loyaux services, hein, et de toutes ses possessions. Il a aussi été pourvu d'une ravissante épouse à laquelle il ne peut faire l'amour. Un jour, les yeux de la belle insatisfaite, on va dire ça comme ça, tombent sur Joseph, serviteur à cette époque épique de Putiphar, et doté d'une belle prestance, Robert, Non, mais et d'un beau visage. évidemment, c'était pas un Et je modèle. te regarde pas par hasard, bien Non, sûr, c'était quand je te pas- dis ça. hein. C'était pas un modèle de Rustin, rassurez-vous. C'est vrai. Par fidélité à son maître, le brave Joseph refuse les avances pressantes de sa femme. C'est bien, Joseph. Je suis toujours correct dans ma façon de Ah, raconter non, les choses. Hein. Je pourrais vous donner Jusqu'au jour où elle réussit à le saisir par son manteau. Prenant la fuite, Joseph lui abandonne alors le vêtement, hein, qu'elle va produire, c'est une garce quand même, hein, qu'elle va produire comme une preuve d'une tentative de sa part d'abuser d'elle, de façon à le faire jeter en prison. Ouais, c'est pas joli, hein. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, bah, j'en pense tellement Ah là de là, choses, cette mais femme de je vais Putiphar. en mettre les ligues féministes à dos. hein. De nombreux tableaux, qui représentent d'ailleurs la femme de Putiphar complètement nue, je le précise au passage, isolent le moment précis où le désir de la femme de Putiphar, donc, de posséder le corps de Joseph, se heurte non plus à son seul refus, mais à la fuite et à la perte douloureuse du corps lui-même. Je laisse le temps à ces paroles de pénétrer ton âme et ton cœur. Intense moment pictural, Robert. Intense moment pictural. Je pèse mes mots, là. hein. Ah bah oui, pour traduire une telle chose, c'est vraiment... Oui. Où les mouvements de l'âme, ou ce qu'on appelait à cette époque ainsi, hein, sont révélés par les mouvements du corps, où celui-ci rend sensible ce dont aucune langue articulée, hein, ni même aucun autre art ne peut venir à bout. L'un de ces tableaux, signé Van der Werf, propose une simple juxtaposition des contraires. Position, geste, aspect, trajectoire, tout est joué, divisé, réparti. Elle le veut, il ne la veut pas, elle est à gauche, il est à droite, tu vois, bon, etc. hein. Un autre tableau, signé Spada, semble bien plus intéressant, hein, par un puissant sens de la dramatisation des couleurs, hein, et de l'éloquence muette des gestes également. hein. Il se plaît à opposer la dynamique de la femme, qui veut toucher et retenir, à celle de l'homme qui se dégage et s'enfuit. En mobilisant ainsi le désir, il touche davantage le spectateur.
par son caractère non droit, je vais dire ça comme ça, hein, par la torsion de la rectitude des sentiments univoques, par le trouble qui brouille les frontières ordinaires en vertu desquelles on distingue, on reconnaît et on classe, hein, il émeut tout simplement. Sol uni et fond noir, la scène est réduite à sa forme la plus élémentaire, hein, et la profondeur ne jaillit que des seuls personnages, qui sont deux, hein, bien sûr. Spada y fixe pour l'éternité l'instant exact où Joseph et la femme de Putiphar se touchent, le moment si bref, tu vois, où le drame se noue. Toute la composition tourne en fait autour d'une torsion. La main de l'homme qui empoigne le bras de la femme, qui saisit, de la jeune femme, qui saisit l'étoffe du manteau de l'homme. Et cette femme est si belle, Robert. Si belle. Avec la ligne que forme sa hanche généreuse et la courbe gracieuse de son cou. Et Joseph est si beau sous ce bras féminin qu'épouse sa propre main et les plis tendres de sa manche. Et ils sont si beaux tous les deux, marchant du même pas, mêlant leurs membres et leur trajectoire, son horizontale à elle croisant sa diagonale à lui, la chevelure mordorée de l'une s'accordant au brin ardent de l'étoffe de l'autre, qu'on en viendrait presque piquer coup à excuser ces esprits chagrins qui ne manqueront pas de regretter que le lien entre eux ne puisse se resserrer davantage, que l'adultère n'ait lieu et que toute morale bourgeoise ou chrétienne, appelez ça comme vous voudrez, ne soit enfin balayée. Voilà. Alors je mettrai un lien vers cette peinture, celle de Spada, parce que vraiment, celle de Van der Werf, elle est intéressante dans la mesure où la plupart des toiles, en fait, qui représentent ce thème de Joseph et la femme de Putiphar se situent sur la même ligne. Celle de Spada, elle a autre chose, vous verrez, ça rappelle d'ailleurs un peu le Caravage, mais là où le Caravage utilisait la lumière pour dire ce qu'il avait à dire, chez Spada, c'est la couleur. C'est très intéressant aussi, vous verrez. Voilà, je mettrai un blog je mettrai, un lien vers cette toile sur le site de l'émission, http://arakai.blogspot.com. Voilà. Oui, non, mais là, j'ai une érection quand même. Enfoiré. Et je dois ajouter pour l'histoire que Marie-Madeleine, j'ai vu récemment le code Da Vinci Code, et où il donne une explication sur la scène de Leonardo da Vinci. Et alors, c'est extraordinaire que tu vois apparaître Marie-Madeleine, c'est dans le triangle qu'il y a entre le Christ et les apôtres qui sont à sa droite. C'est un triangle qui veut dire, c'est le triangle féminin. Mm-hmm. Le triangle masculin est dans l'inverse. Et tu vois paraît-il, sous la dernière couche de peinture, tu vois Marie-Madeleine qui apparaît, parce que le Christ aurait dit, il l'appelait sa compagne, et à cette époque-là, ça voulait dire qu'en fait c'était sa femme, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a, et ça c'est pas le seul auteur à en parler. Il y a des auteurs beaucoup plus celui qui écrit La vie de Jésus. La vie de Jésus, c'est Ernest Renan. Renan en a parlé aussi, et il y a aussi Kazantzakis qui a écrit un énorme bouquin là-dessus sur la vraie vie la vie du Christ, mais tu vois, qui se serait marié, qui aurait eu des enfants, etc. Ça t'a plu, ça, hein? Rattaché à la vie. Bon, ceci dit, les tableaux de Marie-Madeleine. Quand nous chanterons le temps des cerises.
Voilà, sur Radio Libertaire, toujours, une auditrice qui vient d'appeler, qui aimait bien, qui disait que c'est bien de parler de la peinture avec passion. On est d'accord avec elle. Ici, on est pour des couilles molles. Ni des intellos, molles, non Oui. plus. Non. Avec Piquet-Cou à la régie, à la programmation musicale et à la lecture de textes que vous l'avez entendu, et à la création de textes même. Notre Jean, notre hussard noir qui est de retour, vous en êtes aperçu, vous avez eu droit là, à un texte, hein, c'était brillant, n'est-ce pas? Non, ouais, moi ça m'a bien plu. Je vous dis, je parle. Non, mais c'est... Physiologiquement, ça m'a touché. Voilà, et puis tout de suite, c'est notre Piquet-Cou qui va s'y coller. Pour Histoire de vie, histoire d'artiste, elle raconte Edgar Degas, Femmes à leur toilette. Ah, c'est moins original que Jean Rustin. Je suis Non, désolée. non, pas du tout, non. C'est bien de parler de la peinture. Moi, je supporte pas beaucoup Degas, mais bon, les J'ai femmes vu. à leur toilette, si. J'ai vite compris quand à plusieurs reprises je t'ai dit je vais parler de Degas, silence radio. Sourire figé. Non, c'est ce que j'expliquais, c'est qu'on a tellement entendu parler de tous ces gens-là, tu vois. À la fin, c'est lassant, quand tu as besoin d'air frais, un peu de voir des nouvelles têtes, bon, voilà. Mais Piquet-Cou nous propose toujours quelque chose de différent. Ouais, là, de je suis nouveau, pas, je Robert. suis pas sûre d'être dans la différence. Moi. Donc pour évoquer la chair et le nu, donc j'ai choisi les nus de Degas qui ont été exposés au musée d'Orsay l'an passé. Ces peintures de nus sont tout de même moins connues que ces peintures de danseuses ou de chevaux, mais représentent tout de même un tiers de son œuvre. Et les œuvres dont j'ai envie de parler, c'est un ensemble de pastels donc, qui représentent des femmes occupées à leur toilette. À l'exposition de 1886, donc Degas présente 10 pastels décrits ainsi dans le catalogue, suite de nus de femmes se baignant, se lavant, se séchant, s'essuyant ou se faisant peigner. Les titres des œuvres sont très évocateurs. Femme nue s'essuyant les pieds, femme dans son bain se lavant la jambe, femme nue se coiffant, femme debout dans une baignoire, le tube, ces baignoires qui sont rondes, plates et toutes basses. Et ces femmes sont comme saisies par le trou de la serrure. Elles sont dans leur intimité, leurs gestes simples et quotidiens. Elles sont nues car elles sont déshabillées, non pour incarner la beauté ou l'innocence des premiers temps. Elles sont parfaitement naturelles et semblent avoir été croquées à leur insu, alors que le détail des positions anatomiques ou la complexité de certaines poses suggèrent justement une observation lente et attentive. La toilette et le bain sont une raison tout à fait naturelle donc pour se retrouver nus. Les modèles sont anonymes, les visages tournés, inclinés ou cachés. Le statut social est aussi indéfini, elles peuvent être prostituées, danseuses ou bourgeoises. Et le cadre dans lequel ces femmes évoluent sont resserrés sur la figure féminine. Il y a peu de mobilier et d'accessoires, des murs avec des papiers peints grossièrement ébauchés. Et ces pastels ne font pas l'unanimité des critiques. Huysmans fait référence à l'humiliante pose intime, alors que Maurice Ernel dit « La pose est admirable de vérité, la ligne du dos, la courbe de la cuisse est superbe, le pied gauche d'une valeur exquise. Le modèle robuste et souple exprime le corps dans sa plénitude. Le coloris rompu suit toutes les nuances de l'épiderme dans l'ombre et la lumière. Les accessoires, toilettes, draperies, reflets d'eau sur le métal, tout cela indiqué le plus finement du monde. L'artiste reprend aussi ses motifs de femmes assises sur le bord d'une baignoire. Il utilise des calques pour employer strictement ces modèles. Une même composition est traitée avec des techniques différentes. La femme au bain, peinte vers 1895, est identique au dessin de 1892, mais la scène est envahie de couleurs chaudes et fondues. Le jaune et l'orangé du fond se reflètent sur la serviette blanche posée sur la baignoire et sur les ombres d'ombre du corps. Ah, bien, merci, Piquet-Cou. Écoute, mon Jean, Mhm. un commentaire peut-être? Non, j'aimerais bien que tu me donnes un lien tout à l'heure à mettre sur le blog de l'émission pour une de ces, parce c'est vrai qu'il y en a un certain nombre que tu aurais remarqué. Bah écoute, moi je me suis inspirée, j'ai emprunté un Connaissance des Arts dans une bibliothèque, donc j'ai pas du tout été sur le net pour préparer mon papier. D'accord. Bon, on pourra donner la référence de la Connaissance des Arts, Mm. de Connaissance des Arts, le numéro. C'est des D'accord. trucs qui se retrouvent quand même, où les gens peuvent aller en bibliothèque justement pour... Ouais. Non, Degas, oui, évidemment. C'est curieux aussi, cette fascination pour la toilette des femmes. Enfin, c'était surtout à cette époque, parce que je crois que où il y a eu Bonnard, où il y a eu tous ces gens comme ça, mais voilà, c'est une époque vraiment de nu, où la toilette des femmes, pourquoi? Il y a eu Reiser aussi.
Non, sérieusement, hein, Ah c'est ouais, un de sérieux ses plus beaux dessins. Ah ouais? Ouais. Tu sais, on devine qu'on est dans une espèce de cabane dans les bois, Ouais. limitée à sa plus simple expression. Ouais. Et alors, il y a juste un lit et un lavabo. Et dans le lit, il y a un chien et un homme. Le drap est rabattu, tu sais, jusque sur leur ventre. Ouais. Mais on voit quand même qu'ils ont une érection tous les deux, si tu veux. Et devant le lavabo, il y a une fille qui est toute nue, en train de se laver, qui se retourne, qui les regarde tous les deux d'un air vachard et qui dit « Je sens que c'est pas demain qu'on me paiera une salle de bain. » Elle est bonne. Elle est bonne. Les réserves étaient rarement mauvais d'ailleurs. Bon. Quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres signal, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio Libertaire, la fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité à racaille. On en est où? La 209e, la 210e, un fesque anti-business de son côté, et puis après, on se confronte, et puis voilà. Et si ça nous plaît pas, on le dit, puis s'il n'y a pas mort d'homme, hein. Mon Jean, qui va nous parler tout de suite des exploits ne pas manquer. D'une expo, Piquet-Coup fera là. Ah ouais, c'est les expos à pas manquer. Voilà, les exploits à ne pas manquer. Je vous fais la première, c'est Pubmania, ça c'est au Musée des Arts Décoratifs, 107 rue de Rivoli, dans le 1er arrondissement de Paris. Métro Robert, non, ça, je vais pas... Il va nous envoyer tout le monde à République, à Fille du Calvaire. Bon, enfin bref. L'expo est valable jusqu'au 6 octobre 2013. Oh, oui, Chacun d'entre nous, tu en seras d'accord, garde le souvenir, bien qu'il s'en défende parfois, surtout ici, garde le souvenir d'une publicité qui a marqué son enfance. L'exposition souhaite rendre hommage aux collectionneurs de publicité, Robert. Je précise bien les collectionneurs, qui contribuent à la mémoire collective. La création publicitaire a débuté en fait dans le milieu du 19e siècle, à l'aune de la société de consommation. À cette époque,
les nombreuses marques à se targuer d'une image publicitaire proposaient gracieusement des objets simples et utiles à des fins publicitaires, contribuant à l'image de marque de leurs créateurs. Ainsi, tu te rappelles la vache qui rit ou Banania. Il y a Banania. Ouais. Pubmania nous invite à contempler plus d'un siècle en fait de collections et de publicités variées par objets collectionnés, chromos, porte-clés, télécartes, sacs publicitaires, en insistant sur les collections relatives à 4 marques parmi les préférés des monomaniaques. Monomaniaque, c'est un mot qui te dit quelque chose, ça. Oui, mon Jean. Michelin, Saint-Raphaël, Banania, on en parlait tout à l'instant, et Dunlop. Ah ouais. Tu vois aussi Dunlop. Et puis, c'est dommage qu'ils aient pas mis du bonnet. Exactement. Exactement. C'est désolant, mais c'est ainsi, Robert. Les objets publicitaires en disent plus long sur notre société consumériste que bien des affiches révolutionnaires. Non, ça c'est vrai. Il y avait aussi moi, je parle du bonnet parce que je me souviens quand j'étais enfant, j'allais voir ma grand-mère tous les jeudis et je passais devant un immeuble assez haut où il y avait tout en haut sur le mur, il y avait du bonnet et ça me fascinait, je sais pas pourquoi, mais c'était énorme, des lettres, tu vois. Il y avait des pubs aussi, ces pubs-là, elles étaient aussi peintes sur les murs aussi, mais vraiment, tu vois, comme les affiches papier, quoi. Voilà. Là, on est plus dans les objets, voilà, dans cette expo. Donc, deuxième exposition, la volonté de bonheur, témoignage photo du Front populaire. Au pavillon populaire, Esplanade Charles de Gaulle, à Montpellier, jusqu'au 9 juin 2013. 9 juin 2013, donc... Mince, alors comment j'ai fait? J'ai dû faire une erreur, parce que je pense c'est pas que le ça 9 dure juin. encore. Peut-être on ira vérifier. Alors, exposé au pavillon populaire, un lieu que la ville de Montpellier dédie entièrement à la photographie. Plus de 220 œuvres composent l'exposition La volonté de bonheur, témoignage photographique du Front populaire, 1934-1938. De nombreux anonymes sont à l'origine des documents exposés, mais on retrouve également une pléiade de grands photographes et photojournalistes, à l'instar de Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, David Seymour, Gisèle Freund, Robert Doisneau, Brassailles, Élie Lothar, François Collard, Fred Stein, André Kerzetz, Pierre Jamet, Gaston Paris, Henri Manuel, Willy Ronis, Nora Dumas ou encore Sam Lévin. Une de quotidiens, couverture de magazines et pages intérieures de journaux recouvrent également les Simèzes, témoignant que meetings, manifestations, cortèges et grèves ont été largement relayés par l'Humanité, Miroir du Monde, Regard, l'Illustration, Le Populaire, etc. À ces photographies et coupures de presse s'ajoutent des cartes postales, des affiches ou encore des tracts syndicaux. Il y avait à Montreuil, tu sais, le musée qu'il y a dans le parc là-haut. Ouais, le musée d'histoire vivante de la ville de Montreuil. Il y avait aussi une exposition, je ne sais pas si elle est permanente. Non, Patron ouvrier, c'était l'été dernier. Qui était magnifique aussi. Depuis qu'un jour dans une clairière, Adam devint très amoureux de Madame Ève, notre mère, que deux choses vont deux par deux. Si le 2 en arithmétique est le chiffre le plus charmant de tous les sports que l'on pratique, le tandem est assurément le sport rêvé pour les amants. Je fais du tandem, tu fais du tandem, c'est toi qui m'entraîne, c'est moi qui t'emmène. Et lorsque tu donnes un bon coup de pédale, je pédale, en même temps ça nous emballe. Je fais du tandem, tu fais du tandem, c'est bon pour l'hygiène et ça nous promène. Je t'aime, en avant les cheveux au vent, on s'aime en faisant du tandem. Je t'aime en faisant du tandem. Loin des bruits de la grande ville, dans une petite maison de banlieue, je connais des braves gens tranquilles, une petite vieille et un petit vieux. Quand la vieille a envie d'une prise, c'est le vieux qui lui tend son tabac. Quand le vieux a la mine grise, c'est la vieille qui chante tout bas. Il semble dire à chaque pas: je fais du tandem, tu fais du tandem. Si tu veux que je vienne, il faut que tu me soutiennes. C'est toi qui retrouves mes lunettes perdues. Tu m'offres ton mouchoir quand j'éternue. Je fais du tandem, tu
fais du tandem, toujours et quand même, c'est le bon système. Jusqu'au bout de la vie, marchons ainsi. Je t'aime en faisant du tandem, tu m'aimes en faisant du tandem. Avec ou bien sans bicyclette, combien de gens vont deux par deux, depuis Roméo et Juliette, et depuis Tristan et Iseux. Le percepteur et le contribuable sont rois du tandem aujourd'hui, mais le contribuable est bon diable, lui seul pédale jour et nuit. Pile ses abeilles, eux-mêmes ont dit. Je fais du tandem, tu fais du tandem, c'est toi qui m'entraîne, c'est moi qui t'emmène. Quand tu sens que mon bémol va défaillir, tu plaques un petit accord pour me soutenir. Mais le vrai tandem, toujours et quand même, c'est l'union suprême de deux cœurs qui s'aiment. À deux dans la vie, on s'en va ravis, on s'aime en faisant du tandem. Ah, on s'aime en faisant du tandem. Voilà, c'était Tandem par Fred Jean Mêlé, donc le tandem assez symbolique de ces années Front Populaire. Oui, sur les photos, vous verrez probablement des cortèges de tandem qui s'en vont au bord de la mer, les congés payés. Ouais. Voilà, sur Radio Libertaire, vous y êtes toujours, oui, c'est toujours la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maîtrise, sans pub, à Racaille, avec Piquet-Cou à la régie, et d'autres choses, évidemment, elle n'est pas technicienne et tout, non, elle est tout à la fois. Et puis notre Jean, retour sain et sauf de la montagne, sauf ses lunettes. La dernière fois, c'est un espèce de truc à 2 balles qu'il a pas voulu lâcher, c'est pour ça qu'il s'est fracassé. Et là, ses lunettes, quand même, il les a laissées, mais en plus, il les a piétinées parce qu'il trouvait que c'était pas assez, probablement. Une basse vengeance sur ce pauvre petite lunette. Faut voir dans l'état dans lequel elles sont. Enfin bon, il bricole depuis ce matin pour essayer de les remettre en place. De temps en temps, ça fonctionne, de temps en temps, ça se casse la gueule. Il y a de l'animation dans les studios de Radio Liberté. Bon. Pour vous parler tout de suite de l'Association pour l'estampe et l'art populaire, qui a le plaisir de vous inviter ce jeudi qui vient à l'exposition de gravure de Philippe Roux. Le vernissage le jeudi 13 juin à 18h et l'expo, elle dure environ 10 jours, mais c'est pas environ, c'est 10 jours, du 13 au 23 juin. Et elle est ouverte tous les jours de 15h à 20h, voilà. Alors, cette association est 6 49 bis rue des Cascades, 75 et 020 Paris, métro Jourdain. Et le 01 47 97 05 35, métro Jourdain. Et son site, c'est www.estampe-art populaire en un seul mot et au singulier.com. Voilà, Philippe Roux vit et travaille à Paris après des études d'ébénisterie suivies d'une courte carrière de grutier. Il deviendra illustrateur et graveur à partir de 1987. Il utilise pour cela la technique de la gravure sur lino. Il a publié dans beaucoup de journaux, de magazines français. Il a également réalisé de nombreuses couvertures de livres. Et vous voyez, c'est pas mal. Hein. C'est pas un rigolo d'art contemporain qui fait n'importe quoi. Ce qu'il fait, c'est lisible au moins. À l'occasion de cette exposition, vous retrouverez ces illustrations. Il vous invite à découvrir. Là, si j'ai rien compris, là, la suite, je vous la dis quand même, parce que c'était écrit. Il vous invite à découvrir Certitude mentale. Avant, quand je vois mental dans un truc, j'ai déjà des vapeurs. Un recueil de statistiques, d'évaluations chiffrées et de sondages exclusifs. Oui, le blanc était normal. Pour en avoir un aperçu, vous allez sur ce site http://Philippe Roux Gravure en un seul mot, tout ça. Philippe Roux Gravure.free.fr. Voilà. On a fait notre BA sur cette association qui produit souvent des expositions super. Mais on oublie les 3/4 du temps de vous en faire part et on s'en excuse auprès des animateurs de cette association. Et tout de suite, avant les... Il y a des liens réguliers sur le blog. Oui, Jean, lui, fait son boulot. Mais non. Nous, on le fait pas en ici. partie, mais c'est déjà un peu plus que toi. Quoi. Ouais. Bon. Voilà, et après m'avoir piétiné, il se sent beaucoup mieux. C'est vrai. Je vous parlais des camarades du SNAP CGT, oui, le syndicat national des arts plastiques, qui est rattaché à la centrale de Montreuil, sur un nouveau régime d'auteur. C'est un tout petit syndicat, mais les mecs, c'est des vrais, ils bossent vraiment des militants, je veux dire.
Ce sont tous des artistes, qui soient graphistes, qui soient peintres, qui soient, bon, un peu toutes ces choses-là. Et ils se bougent vraiment le cul, je dois dire. J'ai assisté, moi, je les ai assistés. Je suis pas resté aussi longtemps qu'eux, à une manif devant l'Hôtel de Ville en plein hiver pour réclamer plus d'ateliers pour les artistes à Paris. Et ça a duré, on est resté plus d'une heure à se peler le cul devant le machin. On était environ, il y avait à peu près 6 militants du SNAP CGT, et puis des gens qui connaissent, on était en tout peut-être une vingtaine, quoi, voilà. Et pour être reçu, moi je suis pas resté jusqu'au bout, je me suis tiré, j'allais mourir sur place complètement gelé, je me suis tiré avant, mais eux sont restés. Pour être reçu après peut-être 2 heures de frigo, là, par un 6e adjoint de Delanoë, qui en a rien à battre des artistes, quand on connaît son goût pour les arts plastiques, avec ce qui nous pend au nez avec Paris, avec la merde qu'il a proposé, qui va être construite à la place du trou là de Beaubourg, là, ça fera 2 merdes de suite, mais enfin qui seront démolies dans 40 ans. Et puis son projet de démolir aussi le bazar de la Samaritaine, ces bâtiments, justement, qui a une mémoire populaire de Paris, parce que c'est plus d'1 siècle de prolos qui allaient là pour se foutre des fringues sur le dos, quoi. Enfin bon, c'est un des premiers grands magasins de Paris. Ils vont foutre ça en l'air avec une maison du XVIIe siècle, enfin un truc magnifique. Et pour faire quoi avec LVMH, ce gros capitaliste pourri qui fait travailler les Bangladesh là et qui crèvent dans leurs usines qui s'écroulent là pour faire des super bénéfices, 10 fois la culbute sur les trucs qu'ils font faire là-bas. Et ben ce mec-là, il va faire un mur de verre gigantesque dans lequel va se refléter le vieux Paris. Alors ils démolissent d'un côté le vieux Paris pour le faire se refléter dans le... Enfin, c'est n'importe quoi. Merci Delanoë. C'est vrai que le vieux Paris, c'est plus qu'un reflet d'ailleurs, mais bon. Oui, bien sûr. Ouais. Quand on pense qu'il y avait des halles magnifiques qu'ils auraient pu restaurer, enfin comme l'a fait un maire démolisseur de Nogent-sur-Marne, voilà, il a fait que des conneries dans sa vie, sauf ça. Bon, déjà c'est bon, on peut l'excuser. Pour le reste, non, même pas. Non. Il n'aurait jamais rien dû faire et jamais dû être maire. Voilà. Alors, dans le cadre de la réforme du régime des artistes-auteurs, le SNAP CGT a cherché des réponses aux problèmes que nous rencontrons tous et toutes dans le cadre de nos pratiques et compte tenu de la précarité de nos professions. Les propositions contenues dans le document en pièce jointe ont été élaborées entre artistes, auteurs, éclairées des conseils de militants syndicaux et d'organismes de protection sociale. Ces propositions sont mises en débat. Pour ça, n'hésitez pas à y participer en nous rejoignant et dans les réunions qui se poursuivent dès l'été, ou alors vous allez évidemment sur le site internet du SNAP CGT, www.snapcgt.org. Voilà, vous avez toutes les explications dessus. Alors c'est pour un service attentionné dans une caisse unifiée des artistes et auteurs, on vous en avait parlé ici, c'est la fusion de la Maison des artistes et de là, me regarde pas comme ça, Jean, tu devrais le savoir, mince. Bon, enfin bref. J'aime bien quand tu... Non, quand je rame. Quand il te regarde comme ça. Et de la Maison des artistes, non? C'est pas une... Non, il y a une fusion de 2 organismes de recouvrement des cotisations sociales. J'ai un trou. Voilà, mais ça simplifiera les choses. Alors évidemment, la GSA, voilà, c'est ça. Et alors évidemment, la Maison des artistes, avec à sa tête le président Aron Sulbaudet, est évidemment contre, parce que je comprends pourquoi, parce que ça lui enlèvera pas les adhérents à son association pourrite. Ils pourront toujours adhérer, les gens. Alors, petite carte pour rentrer dans les musées pour 25 €. Je vois pas ce que ça change, mais évidemment, c'est moins prestigieux de plus gérer les cotisations sociales. Bon, d'ailleurs, c'est pas lui qui les gère, c'est la Maison des artistes. Oui, mais il joue sur cette ambiguïté entre justement les services administratifs et l'association. Voilà, absolument. Voilà. Alors, et puis abolir les injustices et aberrations du système actuel. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des aberrations dans notre système de machin. Voilà, simplement, par exemple, la simplification du rattachement à la CMU. Voilà, une caisse nationale unifiée et identifiée. Voilà, ça répète, et une gouvernance avec les représentants des auteurs, qui soient des auteurs. Le collège auteur est majoritaire et unifié. Un autre collège réunit tous les autres acteurs, diffuseurs, SRPD, institutions et collectivités. Le conseil d'administration fixera et contrôlera l'application d'orientation stratégique qu'il définirait.
Tous ces points sont détaillés sur le site du SNAP CGT. Voilà, on s'excuse auprès des camarades du SNAP CGT d'oublier souvent de parler de leur activité, mais bon, on a aussi d'autres choses à évoquer, mais c'est vrai que c'est quand même prioritaire, un syndicat qui se bouge le cul, c'est tellement rare à l'heure actuelle que bon, il faut en causer. Et puis, quelque chose à ajouter, Dominique? Ouais, j'ai eu un coup de fil là, d'un auditeur tout à l'heure là, qui voulait qu'on parle d'un lieu, c'est un restaurant culturel et solidaire à Montreuil qui s'appelle Casa Poblano. Ouais. L'adresse, c'est 15 rue Lavoisier au métro Robespierre. Voilà, il voulait informer que tous les mercredis soirs, ils ont des repas conviviaux à prix libre, plutôt végétariens. Donc voilà, prévenir que tout le monde peut venir participer. Et ce soir, mercredi soir, il y a une conférence sur permaculture et transition. D'accord, bah c'est à Montreuil, ça se bouge le cul. Je veux dire, c'est pas Voinet qui est responsable, mais il y a plein d'associations. Ah, c'est pas Voinet qui est responsable. Non, qui fait. Bah, j'ai été endoctriné aussi par Piquet-Coup, depuis qu'il m'en remet une couche tant qu'elle peut. Dès qu'il a une petite faiblesse. Ouais. Responsable de rien, il est responsable de tout. Mais non, Casa Poblano, c'est un lieu très bien. J'y suis allée une fois ou deux. Voilà. Bon, bah oui. Piquet-Coup, donc, vit et sévit à Montreuil, pauvre Montreuillois. Pauvre Voinet. Pauvre Voinet. Qu'est-ce qu'elle prend dans la gueule? Bon. Mais à la Montreuil, vous verrez, vous pouvez la rencontrer aussi si vous voulez. Ayez des administrés, vous verrez du pays. Il y a une exposition aussi, donc je ne sais pas si j'en parle maintenant à Publico, ou si j'attends que Bah, tu bien sûr, non, bien sûr. Voilà, donc il y a une exposition Nestor Makhno, donc à la librairie Publico 145 rue Amelot. Donc sa vie, son combat, son histoire, c'est illustré par Éric Savignac et raconté par Dominique Guérin. C'est une exposition donc du 1er au 30 juin. Je vous rappelle que la librairie Publico est ouverte. C'est un espace militant accessible 38 heures par semaine, 50 semaines par an, des milliers de livres, et puis des revues, et des DVD, et des CD. Des revues, par exemple, vous avez la revue Anartiste, dont j'ai jamais trop parlé ici, parce que bon, bref, mais je me suis dit que c'était pas juste, il fallait quand même en parler. Pour une des rares revues anarchistes qui s'occupe d'art, c'était nécessaire. Elle est faite par le groupe La Vache Folle, un groupe de la Fédération anarchiste, et qui s'appelle le groupe Anartiste, justement, voilà. Vous pouvez trouver ça, entre autres, dans cette librairie Publico. Voilà, des rencontres aussi avec des auteurs, Piquet-Coup vous en a parlé, des activistes venus du monde entier. Oui, enfin bref, oui, il y a des activistes aussi. Mais les RG le savent, donc il n'y a pas de souci. Un lieu unique de diffusion de la pensée libre, contestataire et anarchiste. Des ouvrages accessibles partout grâce à la diffusion par correspondance. Évidemment, vous pouvez commander sur le net, sur le site de la librairie Publico. Et puis aussi un petit appel à dons. L'argent manque et nous comptons sur vous pour nous aider, disent les permanents de la librairie Publico, Laurent et Max, à nous aider à continuer notre travail pour maintenir et développer ce lieu important. Oui, pour moi, il est vraiment très très important face à l'offensive du capital et de la banque contre les peuples. Là, à la librairie Publico, vous avez un espace justement de liberté où vous pouvez vous sentir un petit peu concerné par tout ce qui se passe de dégueulasse. Voilà, important aussi face à la montée du racisme et du nationalisme dont a été victime ce jeune homme antifasciste de 19 ans qui est mort du fait de coups de poing américains d'une bande de soudards de Solidarité Mon Cul, voilà, aux entourés de aux ensoutanés aussi, il faut pas oublier, parce que nous les anarchistes, on a quand même une fixette sur les ensoutanés, de tous les folklores qui pointent leur masque hideux. Pensez à Boutin. Et Boutin et Brigitte Fargeau, ou Vageau Brigitte, enfin cette espèce de nana qui, alors là, toutes les deux ensemble, heureusement qu'elles vont pas faire des petits, parce que dites donc, les pauvres mecs, ou les pauvres nanas qui sont issus de cette copulation satanique. Nous lançons donc une souscription pour notre librairie. Vous pouvez nous aider par voie postale, c'est mieux que par voie bref, et en nous adressant un chèque à l'ordre de Publico à notre adresse 145 rue Amelot 75 011 Paris, métro, Jean Oberkampf, fille du calvaire, République. Bon, Jean, il est bon. En espèces ou CB directement à la librairie. CB, ça veut dire carte bancaire, c'est pas CB, c'est CB. Bon. Sur notre site aussi, librairiepublico.com, en achetant autant de fois qu'il vous plaira,
l'article participation. Oui, non. En achetant autant de fois qu'il vous plaira. Point. Voilà. Alors, amis, compagnes et compagnons, nous comptons sur vous. Et quand un Français dit comptez sur moi, il faut faire gaffe. C'est qu'il faut partir en courant. Voilà, c'était pour la librairie Publico, une œuvre de la Fédération anarchiste dont on parle ici tous les mardis, et aussi de cette œuvre qui est la radio libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sur 89.4 sur la bande FM. Nous, on anime une émission tous les mardis qui s'appelle Araka, et puis qui écoute Jean et moi. Et on se fait un devoir, évidemment, de supporter notre radio oralement tous les mardis, en vous invitant à prendre la carte d'auditeur éditée par la radio, qui coûte 20 € et que vous pouvez retirer à la librairie Publico. Voilà. Et puis vous pouvez aussi, bien sûr, comment dirais-je, vous devenir ami de Radio Libertaire. À ce moment-là, vous payez un petit écho pour être ami de Radio Libertaire. Et puis aussi, vous pouvez participer à la souscription à partir de 5 € qui sera trait sur votre mois, tout sur votre compte tous les mois. Pour ceux qui ont encore un compte. On est de moins en moins nombreux, je crois. Mais bon, il y en a encore qui ont des comptes. Tant mieux pour eux. Et tant mieux pour nous. Bon, je veux pas l'argent. Qui se décrotte allègrement le pif. Pour dire, il commence à me gaver, le mec. Voilà. Mais la librairie Publico, bon, j'ai fait tout la radio, voilà, parce qu'on a la maintenance de cette superbe radio, parce que je sens que le son n'est plus le même dans mes écouteurs depuis qu'ils ont changé les micros. On a des fauteuils, là, vous verriez, on a les fesses qui sont bien calées, c'est génial. C'est plus les chaises branlantes qu'il y avait avant. Bon, un peu tout ça, ça se paye. Donc, c'est pour ça qu'on fait appel à vous. La radio qui est maintenue en état de marche par un camarade technicien de haut vol. On l'en remercie ici, on ne citera pas son nom. Nous sommes discrets sur ces choses-là. C'est pas la peine après qu'il fasse de la gonflette de cheville. Il pourrait plus se déplacer pour venir remplacer les... Mais il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra, n'est-ce pas, camarade? Bon, frontalier des marches de l'Est. Il y a un frontalier des marches de l'Est. Ah oui, à propos des marches de l'Est, là, j'ai une info ce matin. Les travailleurs frontaliers, transfrontaliers alsaciens à la retraite, l'Allemagne leur réclame, parce qu'ils ont réformé leur système, je sais pas quoi, de retraite, 35 millions d'euros. Et si les retraités payent pas, eh ben, ils demandent au gouvernement français d'assurer. Ah, c'est un motif, là. On s'est foutu des payés pour moins que ça avec eux. Hein. Alors, il faudrait faire gaffe à ce qu'ils nous réclament. Les teutons, là. Bon. Et maintenant, parler de la troisième œuvre de la fédération. Non, il y en a 4. Hein. Oui, j'en ai rajouté une. Bon, la troisième, c'est Le Monde Libertaire, l'hebdo de la fédération anarchiste qui paraît tous les mercredi, je pense, parce que c'est du mardi au mardi. Le dernier, c'était, mon Jean, parce que c'est La cupidité tue. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Non, ça, c'est l'avant-dernier. Où tu l'as mis, l'autre? C'est Piquet-Coup qui d'accord. qui m'a volé. Voilà, alors donc je vous répéterai pas ce que elle fait de la récupération individuelle. Dernière. Enfin, il va paraître demain, le prochain. Vous pouvez évidemment le retirer à la librairie Publico où il y a tout sur un dépôt de presse du Monde Libertaire. Il y a aussi le gratuit que vous pouvez trouver aussi en dépôt de presse. Et puis le numéro hors série que vous pouvez trouver aussi à la librairie Publico en dépôt de presse. Et tous ces journaux, vous pouvez vous y abonner à la librairie Publico aussi. Parce que vous savez que pour un journal, l'abonnement, c'est le socle sur lequel il peut prospérer. Voilà, vous pouvez aussi faire des dons au journal, comme vous pouvez en faire à la librairie, comme vous pouvez en faire pour la radio. Et là, c'est illimité. Hein. Il y a déjà des gens qui donnent pas mal d'argent à ces 3 œuvres. Voilà, alors le Monde Libertaire, des articles un petit peu généraux, puis des articles militants écrits par des militants de la Fédération anarchiste, et puis pour illustrer tout ça, des cartoons assez percutants de jeunes illustrateurs et une petite bande dessinée de Krogaga. Enfin, j'arrive jamais à le prononcer. Krogaga. Ah bah Jean, il arrive parce que lui... 2K, comme les civeuses. C'est simple. Oui. Redis pour voir. Krogaga. Non, Krogaga. Non, c'est moi qui vais plus réussir à le dire. Krogaga. Krogaga. Pavé d'anard.
pavé d'un arbre. Voilà, ces gens, ils le lisent toutes les semaines. Quand je amène le monde libertaire, c'est pas mes trucs qu'ils regardent. Voilà, bon, faut dire, bon, on est resté des grands enfants. Hein. Donc voilà, vous pouvez faire tout ça pour nous. Et puis, il y a aussi les éditions du Monde Libertaire. Mais là, si vous voulez voir ce qu'on publie, vous allez à Publico, vous demandez à Laurent Bax, tiens, quelles sont les dernières parutions des éditions du Monde Libertaire? Voilà, c'est aussi une œuvre de la Fédération anarchiste qui est dont l'activité est assurée par un camarade qui est mandaté à cette maison d'édition. Et c'est lui, toute seule, qui se tape tout le boulot, quoi, pour sortir quelques livres par an, à des prix tout à fait abordables, par nos camarades qui ont pas le porte-monnaie très fourni. Je crois que j'ai fait le tour. Il y a des choses à ajouter, camarades? Qu'on se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien. Pas de soucis. Pas de soucis. Non, bon, bah écoutez... Alors, j'ai un peu oublié le thème de la semaine prochaine. Moi qui comptais sur toi. Ah, ça c'est la montagne, ça. Ah oui, non. Ouais. Non, il a que des ours dans la Effet tête. secondaire de la montagne. Surtout des ours. Hein? Surtout des ours. Je vous dis pas les textos qui nous ont envoyé la panique totale. Nous, alors on se posait la question avec Pico, est-ce qu'on affrète un hélicoptère pour aller les rechercher ou qu'on alerte la gendarmerie des hautes montagnes, enfin bon, les secours de haute montagne. Enfin, mais il est revenu. Hein. Bon, enfin, une fausse alerte, peut-être, je sais pas. Il nous dira jamais vraiment ce qui s'est passé. Non, c'est du domaine de la vie privée, tu sais bien que j'ai. Ah oui, t'aimes pas parler de ta vie J'aime privée. pas parler de ma vie privée à l'antenne. C'est ça, oui. Alors, voilà. Hein. Pas comme certains. Alors, on Ou dirait certaines que qui sont beaucoup plus diserts que moi sur le sujet. La partie de sa vie privée dont il a évoqué quelques spécimens tout à l'heure, bon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il vaut mieux que vous le voyez pas, d'ailleurs. Bon. Salut. Salut à tous. Au revoir, à la semaine prochaine. Et je vous laisse avec quelques chansons de la chanteuse Flo. C'est une de mes petites préférées. Donc. On s'en était pas aperçu. À 35 heures, compter semaine, faut pas rêver, faut pas rêver. Tu t'assois, t'attends la prochaine, sans te faire chier, sans te faire chier. Tu feras peut-être un boulot que t'aimes, faut pas rêver, faut pas rêver. Tu apprivoiseras les rengaines, sans te faire chier, sans te faire chier. Et faudrait s'aimer quand même, faudrait quand même s'aimer. Et faudrait s'aimer quand même, et faudrait quand même s'aimer. Ouais. Attendre que tu te ramènes, faut pas rêver, faut pas rêver. Tu me colles souvent en quarantaine, sans te faire chier, sans te faire chier. Je voudrais qu'on boive l'eau des fontaines. Faut pas rêver, faut pas rêver. Être ton égal, idem, sans te faire chier, sans te faire chier. Et faudrait s'aimer quand même, faudrait quand même s'aimer. Ouais, faudrait.